Alors, t'es freelance et tu galères à te démarquer dans ton milieu. Le marché est saturé, la concurrence est rude et parfois tu te dis mais comment je peux sortir du lot, me différencier, même devenir la référence sur mon sujet. Et si je te disais que ça c'était possible? What do you use for that? Elle, c'est Laura Hanoun. Alors toi, tu la connais peut-être pas, mais dans son milieu, c'est LA référence. Il y a 5 ans, j'ai interviewé Laura, c'était le 2e épisode de ce podcast, et à l'époque, c'était une community manager, freelance, une parmi tant d'autres. La première chose pour laquelle je me suis lancée en freelance, en fait, c'était plutôt pour qui j'ai envie de travailler. Mais aujourd'hui, 5 ans plus tard, elle a construit un véritable empire autour de sa thématique référence, le brunch. Oui, j'ai bien dit le brunch. Laura, c'est une des plus grandes influenceuses de ce secteur, à Paris notamment. Elle a son business d'influence, elle a ouvert 3 restaurants qui sont des références brunch à Paris, et aujourd'hui elle dirige une agence de community management spécialisée pour une clientèle particulière. Bref, ce que Laura Hanoun s'est construit en 5 ans, c'est ce qu'on appelle un monopole personnel. Alors, comment est-ce qu'elle a fait ? Comment est-ce qu'elle est passée de une freelance community manager parmi tant d'autres à l'incarnation, la figure de proue d'un secteur tout entier? Et surtout, qu'est-ce que toi tu peux apprendre en tant que freelance aujourd'hui pour peut-être un jour construire ton propre monopole personnel? Dans cet épisode, on décortique tout ce qui s'est passé ces 5 dernières années pour Laura et on regarde comment ces entreprises se nourrissent entre elles, comment elles structurent son temps, sa réflexion, bref, c'est un épisode riche avec une entrepreneure avancée qui va t'apprendre beaucoup de choses. Je te propose qu'on commence direct la conversation. Laura, il y a 5 ans, on a enregistré ensemble le 2e épisode de ce podcast. Et entre-temps, je sais que toi et moi, on a beaucoup évolué, autant dans nos entreprises qu'en tant que personne. Et je suis curieux de savoir, pour toi, c'est quoi la principale différence entre Laura de 2019 et Laura de 2024 ? C'est une bonne question. Je n'étais pas au courant des questions qui allaient être posées. Donc, tu vois, les réponses avaient un très, très spontanées et authentiques. La différence, c'est que... Bon, il y en a beaucoup, forcément. Mais l'une des grandes différences, je pense, c'est que la Laura de 2019, elle priorisait beaucoup à 100% le travail et qu'elle bossait sans relâche tout le temps, les week-ends, les vacances. C'était les débuts de l'activité et j'ai été... tout ce qui m'importait, c'était de bosser pour développer cette passion que j'avais pour ce milieu du brunch qui au début est parti d'une passion et puis qui a commencé à devenir un business. Donc, il n'y avait pas de limite, quoi. Alors qu'aujourd'hui, tu as une Laura qui a fêté ses 30 ans. Et oui. Qui, ça y est, on a passé le cap. Moi, c'est tout bientôt, c'est dans un mois, là. Ouais. Mais mine de rien, même si, tu vois, ça ne fait pas une grande différence à proprement parler, tu as quand même un cheminement qui se fait naturellement, je pense, quand tu te rapproches un peu de cette période et que tu dis, ok, j'ai priorisé beaucoup mon travail pendant des années et aujourd'hui, il y a une espèce de retour à un équilibre. Tu vois, prendre un peu plus soin de sa santé mentale, de dire, ok, il faut que j'apprenne à déléguer, il faut que j'apprenne à prioriser les choses. Je ne peux pas tout faire tout le temps, toute seule. Et du coup, ouais, je pense que c'est une des différences majeures qu'il y a eu ces dernières années où aujourd'hui, tu vois, dans le cadre de l'agence, j'ai envie de m'entourer, des bonnes personnes, j'ai envie de développer, j'ai envie de travailler avec d'autres personnes, capitaliser sur leurs forces, apprendre à encore plus déléguer, travailler davantage sur mes forces, tu vois, comprendre là où je suis vraiment ta meilleure. Bonne place parmi... C'est-à-dire que ça fait des années que je fais tout. Tu vois, où je me pose pas la question, je fais de la photo, je fais de la vidéo, je fais de l'editing, je fais de la strat, je fais de l'influence, je fais de la cuisine, tu vois, il y a un peu... Il y a un moment, il faut arrêter cette liste. Casquette, et en fait, je pense qu'elle peut encore continuer longtemps, cette liste.
Mais tu vois, je me dis, au bout d'un moment, en fait, essayer de faire un peu le tri dans tout ça. Donc, j'aime toujours autant ce que je fais avec beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouvelles activités, de nouveaux challenges, mais de manière un peu plus mature, je pense, avec toute l'expérience que j'ai eue ces dernières années. Et voilà, je pense que s'il fallait choisir vraiment la différence une différence majeure, ça, et aussi, j'ai plus de temps. Par rapport à 2019 où c'était emploi du temps, quand j'y pense, c'était fou. Tu sais, j'arrivais dans un café, 9h, 9h30. À midi, je vais aller bruncher. Je bossais un peu, j'avais un peu de retouche, un peu de CM à faire. Et puis à 15h, j'étais là. Je vais aller au sport, je vais rentrer, je vais aller faire mes courses. Tu vois, et à 18h max, j'étais chez moi, limite à me tourner les pouces, en me disant, c'est cool, j'ai fini ma journée, quoi. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, avec les différentes activités, je suis obligée de m'organiser différemment. Et c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment un peu de rupture où, a posteriori, tu observes que c'est ça, là où le changement commence entre tout sur le travail et ces autres sujets de la santé mentale, j'imagine le soin dans tes relations, toutes ces choses-là. Il y a un moment précis où ça se passe, où tu as l'impression que c'est graduellement, à mesure où ta vie professionnelle se complexifie avec les différentes boîtes. Je pense que c'est vraiment graduellement, parce qu'au final, je pense que c'est plus, tu vois, quand ça se fait du jour au lendemain, c'est quand il y a des cas limite de burn-out, tu vois, ou des cas plus graves, où tu te dis, ok, je peux pas continuer comme ça, faut que je change. Et tu vois, tu fais un changement du jour au lendemain où tu dis, ok, enfin, du jour au lendemain, non, mais en tout cas, tu décides du jour au lendemain. Il y a la prise de conscience radicale. De faire un changement. Alors que moi, ça a vraiment été au fur et à mesure. Tu vois, je pense que la première partie, ça a été plus tourné sur les amitiés, où quand j'ai commencé, j'ai priorisé du coup mon activité, mon travail, et du coup mes relations, c'était secondaire, c'était attends, mais vous comprenez pas, j'ai trouvé un truc qui me passionne, j'ai pas le temps de partir en week-end avec vous, j'ai pas le temps d'aller faire un déjeuner, j'ai pas le temps, parce que j'ai le temps, mais je choisis en tout cas de prioriser autre chose. Travail, ouais. Donc ça a été, je pense, la première prise de conscience. Et après, je dirais qu'il y en a deux autres. L'envie de reprendre des activités autres que les réseaux sociaux. Tu vois, il y a un moment où je me suis rendu compte que tout tournait autour de ça, parce que les personnes avec qui je travaille, les personnes avec qui j'échange, c'est beaucoup tourné autour des réseaux. Tu fais de la photo, tu fais de la vidéo, donc toutes tes activités, elles sont dans le but de créer du contenu. Et donc il y avait un truc où j'avais juste envie de me dire, ok, je suis une personne avec une personnalité et des envies, des choses que j'aime, qui sont pas toujours liées au réseau. Et du coup, je devrais aussi pouvoir faire des activités autres. Donc après, tu vois, il y avait le sport, mais même le sport, c'était un peu corrélé en mode, putain, avec tout ce que je mange au taf, il faut que je garde un équilibre. Donc tu vois, même le sport, c'était devenu un truc... un outil au service de ta vie professionnelle. C'est un peu, tu vois, dans le même bateau. Donc, et donc récemment, ce que j'ai repris, c'est la musique, qui a toujours été quelque chose qui a été important pour moi. J'ai fait le conservatoire quand j'étais plus jeune, je fais du violon, beaucoup. Et du coup, plus récemment, c'est le chant que j'avais envie de développer. Et au final, tu vois, là, je suis à 2 fois par semaine. Ouais. Et tu vois, et c'est des moments où je déconnecte complètement. C'est-à-dire que j'en parle pas sur les réseaux parce que j'ai pas envie, et puis je suis débutante, tu vois, d'une certaine manière. Donc, c'est mon petit jardin secret à moi. Et au final, ça me fait trop du bien. Je pense que, on a tous et toutes besoin, surtout quand il y a une intensité forte dans notre vie pro. Moi, je le ressens aussi, le nombre de personnes avec qui je suis en interaction dans les programmes, sur les réseaux, via ce podcast. Il y a une sorte de stimulation sociale toujours présente. Et du coup, je ressens aussi ce grand besoin d'avoir des espaces de respiration où je suis pas là-dedans et où il y a presque plus aucun objectif, tu vois, juste je le fais pour le faire parce que ça me fait du bien, et je suis pas en train de me dire c'est bien pour ma boîte parce que nanana. Ouais, non, c'est complètement désintéressé en fait. Et tu vois, à un moment, je suis allée du coup à un cours de chant, donc j'en ai un particulier et un collectif, on va dire. Et j'ai fait une micro-story sur Instagram, tu sais, en mode, j'ai partagé une photo d'un piano, tu vois, en mode,
repris des cours et tout. Et en fait, j'ai reçu plein de messages en me demandant c'était où. Et ça m'a fait paniquer parce que c'était en mode non, c'est pas du tout le but, les gars. C'est mon truc pour moi. Et du coup, j'en ai plus jamais reparlé parce que le but, c'était vraiment que ça reste une activité justement complètement désintéressée, complètement déconnectée des réseaux. Et voilà. Et du coup, la troisième chose aussi, parce qu'on était un peu sur les changements. Une liste des déclencheurs, ouais. Et après, ça fait peut-être très cliché de dire ça, mais je suis une femme à 30 ans. Et tu vois, peut-être l'aspect familial, où je me dis, là, si je rajoute un aspect famille dans mon rythme actuel, ça passe pas. Tu vois, il y a un truc... j'ai jamais fait le burn-out, mais je sais pas ce que c'est, mais je me dis, bizarrement... Le risque augmente. Je pense que ça ressemblerait à ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en fait, je suis pas pressée, mais je vais prendre, du coup, mon temps pour préparer ça par rapport à mon business. Okay. Tu vois, en me disant, voilà, on va apprendre à déléguer, à prioriser, à s'entourer des bonnes personnes. D'où le fait que la bascule se fasse dans ce qui prend de l'espace mental, de se dire, écoute, c'est peut-être ralentir sur l'intensité que le travail prend pour mettre de la valeur sur, comme tu disais, santé mentale, relations, famille. Parce que j'aurais pu, en fait, aussi faire des choix dans mes activités directement et dire, ok, je me mets que sur Immersion, que sur l'agence, full-time créatrice de contenu. Mais je suis incapable. Tu sais, il y a quelque chose où, en fait, chaque activité, je l'ai créée en partant un peu de rien. Et je suis pas capable de dire, celle-là, vas-y, ça fait 7 ans que je crée ce truc et j'abandonne. Enfin, du jour au lendemain, je laisse tomber, tu vois. Ouais. Et ça, j'arrive pas. Donc, je me dis, plutôt que d'abandonner, je vais juste mieux m'organiser et puis ça devrait aller. Trouver une manière où, effectivement, tu peux concilier la pertinence et l'envie que tu as dans ces différents business. Et à un moment donné, je vais sortir une petite feuille et on va représenter tout ça, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'intensité. Moi, je me rends pas compte, je pense. Et peut-être que tu vas t'en rendre compte en faisant cet exercice. Mais ouais, cumuler ça avec un soin de toi et de ta vie et respecter tes propres limites. Et je pense que c'est une recherche pour tout entrepreneur à tout stade, dans toute entreprise. Et c'est juste que j'ai l'impression que toi, graduellement, tu es arrivé dans une forme de réalité qui te force à prendre conscience de ça. Là où, à l'époque, quand on avait parlé il y a 5 ans, peut-être que... C'était pas du tout... Ça s'est fait imposer à toi, quoi. Clairement. Mais c'est vrai que, tu vois, je rencontre aussi beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui encore qui me disent « Ah non, mais t'arrives à couper le week-end, toi ? Ah non, mais moi, je bosse le week-end tout le temps. Ah, moi, j'arrête pas. Je bosse le soir jusqu'à 2h du mat. Et il y en a beaucoup, mais en même temps, tu sais quoi, sans surprise, généralement, ces entrepreneurs-là, c'est des personnes qui sont là depuis pas longtemps et qui sont montées très vite. Et du coup, en fait, tu te retrouves un peu du jour au lendemain avec plein d'opportunités business, beaucoup d'argent peut-être, tu vois aussi, qui t'as pas envie de refuser des opportunités parce que t'es trop content, ton business, il marche, quoi. Ouais. Mais du coup, tu t'épuises. Et j'en ai vu, et j'en vois encore beaucoup, des personnes qui... frôle le burn-out, tu vois, parce que en fait, pour la partie resto, ils vont aller au resto tout le temps, publier tout le temps. Pour la partie recette aussi, tu cuisines tout le temps, t'es chez toi, tu manges à outrance parce qu'en fait, quand tu fais tes vidéos, tu dois faire genre tu manges. Tu manges pour goûter. Et du coup, des gens à la fin qui mangent même plus qu'ils cuisinent. Enfin, tu sais, il y a un peu ce truc du dégoût. Parce que tu le fais, parce qu'il faut le faire et qu'on t'a dit il faut poster tous les jours, il faut machin. Et des personnes qui acceptent trop de choses à la fois et qui du coup s'épuisent. C'est vrai que si tu me disais demain, Laura, du jour au lendemain, tu passes de 1 abonné à 1 million, je te dis ah ouais, grave. Mais tu connais pas les conséquences de ça. Mais en même temps, tu vois, je me dis ok, j'ai pas connu d'ascension spontanée, mais à côté de ça, ça m'a permis de développer mon business en douceur. Ouais. Et je connais mes limites. Je sais combien de collabs je dois accepter. Je sais combien de temps je dois accorder pour le resto. Je sais combien de shootings je dois placer maximum par semaine. Enfin, j'ai pu apprendre à m'organiser. Du coup, c'est aussi l'avantage d'avoir pu grandir tranquillement. Et effectivement, ces formes d'intensité que tu décris pour des gens qui passent de peu à beaucoup, j'ai l'impression que ça peut jamais être durable. Et que quand ça devient durable, c'est le moment où ça casse, parce qu'en fait, un être humain peut pas encaisser autant sur des périodes super long terme, quoi. Et... après, j'ai
j'ai plus des exemples de ça frôle le drame. Donc tu vois ah bah tiens, je vais partir un mois en vacances, je disparais pendant 2 semaines. Enfin, tu sais, des trucs où tu sens que c'est on pas a été passé trop loin. Et on est obligé de Voilà, disparaître. c'est pas passé loin, donc on fait un gros rejet de tout. Et après, bah, tu reviens peut-être justement en disant ok, je vais faire différemment. Mais c'est vrai que dans la food, j'ai vu pas mal de cas comme ça, quoi. Je te propose qu'on fasse un petit exercice visuel. Okay. Pour les gens qui nous écoutent, on va devoir pas mal décrire ce qu'on va mettre sur notre petite feuille. Mais l'idée, c'est qu'on fasse une cartographie de tes différentes entreprises, tes différentes activités, et voir ce qui émerge de ça. Elle est grande, cette feuille, dis donc. La feuille est grande. On va voir ce qui se passe. Peut-être on la remplit, peut-être on la remplit pas. Mais dans mes souvenirs, quand on a fait le dernier épisode, et normalement mes souvenirs sont bons puisque j'ai réécouté l'épisode avant, à l'époque, tu avais 2 activités. Donc, tu avais ton activité influence et création de contenu sur Instagram. Ok. Jusque-là, on est bon. C'est bon. Mes souvenirs sont bons. Je vais essayer de faire le logo Insta. On va voir. C'est un truc comme ça avec un rond là, non ? Bon. On va dire que c'est ça. C'est pas mal. On reconnaît plutôt bien. Et tu avais ton autre activité qui était de photographie culinaire. Photographie, oulala, je ne sais plus écrire, désolé, j'arrive pas à me concentrer, faire les deux en même temps. Photographie et community management. Exactement. Pour les restaurants. Yes. Là, on est en 2019. Et il y avait évidemment des interactions entre les deux où forcément ton statut d'influence sur Instagram te permettait d'avoir des opportunités dans ton business de photographie CM. C'est quoi la première brique qui s'est rajoutée à cette équation depuis notre dernière conversation? Peut-être je vais te laisser... C'est moi qui ai écrit en plus. C'est toi qui vas écrire. Bien, toi. Je ne suis pas sûr que j'écris bien. Moi, je suis gauchère, tu vas voir, je vais faire Alors, déteindre je peux écrire si tu veux. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on rajoute en premier dans cette équation? Écoute, le 3e pilier qui manque sur cette feuille, c'est l'ouverture des restaurants. Ok, c'est la première chose qui s'est passée depuis, c'est ça? Ouais, parce qu'au final, ces activités que tu décris, les gros titres sont bons. Après, c'est plus que tu vois dans l'influence aujourd'hui. Quand on s'est rencontrés, je faisais uniquement de la photo. Maintenant, il y a la vidéo. Tu vois, c'est peut-être pas grand-chose, mais au final, tu doubles le type de contenu que tu dois créer. Donc, c'est plus dans les missions qui ont évolué. Mais en tout cas, sur les titres, on reste sur la partie création de contenu influence, photographie et CM. Parce que tu vois, pareil, maintenant, tu peux rajouter aussi vidéo dans cette partie-là. Et après, on a du coup immersion avec 3 restaurants. Maintenant. Ah waouh, 3, j'avais suivi 2, mais j'avais pas le 3e. Il y a le 3e qui a ouvert en octobre 2023. Ok. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression, notamment sur la partie CM, c'est la forme qui a changé, là où avant tu le faisais seul, maintenant c'est une agence. Mais est-ce que tu peux nous parler peut-être d'immersion? Ça m'intéresse de se dire, à l'époque, tu avais une activité qui était 100% une activité de service, de la photo, du community management, de la visibilité via tes canaux d'influence, notamment Instagram. C'est quoi le déclencheur qui t'a donné envie de sortir de ça et aller vers le produit que tu promeuvais, qui était une expérience brunch avec de la nourriture, et créer le produit toi-même avec un restaurant? La première chose qui te donne envie, quand même, qui m'a donné envie d'aller vers immersion, c'est assez naturel finalement. Quand tu testes des restos à longueur de journée, tu peux pas t'empêcher de laisser ton esprit vaquer un peu et dire j'aurais bien pris ces chaises-là, mais finalement, moi, j'aurais préféré la couleur de la banquette de l'autre resto. Puis j'aime beaucoup le plat de ce café-là, mais j'avoue que les pancakes de l'autre, ils sont quand même super bons. Tu fais ça en prenant Paris, mais tu le multiplies au monde. Alors, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais au final, quand je voyage, découvrir des cafés et des brunchs à l'étranger, je pense que c'est la seule chose qui n'a pas perdu en intensité depuis 2019. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cafés, les brunchs à Paris, je les connais plus ou moins. Quand on a un qui ouvre, ça m'arrive de dire « Oh là là, celui-là, il a l'air vraiment cool, j'ai vraiment envie d'aller le tester. » Mais la plupart du temps, c'est « Ok, il a ouvert, ok, ça a l'air cool, je vais aller parce que c'est mon taf un peu de recommander les bonnes adresses, mais ça reste un avocado toast, ça reste un café, le lieu est cool, mais il n'a rien de particulier. » On est quand même, je dirais, sur 8 adresses sur 10 qui sont cool, mais sans plus, qui sont juste très sympas, quoi.
Et t'en as 2 qui vont être en mode « Ah ouais, là, il y a du niveau, la cuisine, elle est un peu plus élaborée, le lieu, il est vraiment sympa, il y a de la personnalité, les fondateurs, ça a l'air d'être des passionnés, t'as vraiment envie d'aller. » Mais c'est vrai qu'à l'étranger, alors là, du coup, comme j'habite pas dans ces villes, à chaque fois, j'ai l'impression de nouveau d'avoir 20 ans et d'être surexcitée par le moindre café que je vais croiser, quoi. Ouais. Donc, je vais être à 4-5 cafés par jour pour aller tout tester. Du coup, je brunch un peu moins parce que j'ai un peu moins d'appétit qu'à 20 ans. Mais par contre, la partie café est venue compenser un petit peu tout ça. Mais donc, ouais, à force de tester, j'ai juste eu envie de me dire, un jour, j'ouvrirai mon propre resto. Donc, ce que tu dirais, c'est que c'est une sorte de surplus d'inspiration qui fait qu'à un moment donné, t'as presque plus le choix que de dire en fait j'ai toutes ces idées, personne d'autre les fait, il faut que je les fasse moi-même et je vais ouvrir un lieu. C'est un peu, alors je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le décrire, mais c'est prendre le meilleur de tout ce que tu vois un peu partout et de vouloir tout tout consolider dans une seule et même expérience. Exactement. Ça te va si j'écris du coup inspiration entre ton activité influence contenu et le restaurant? Ouais. Ce que je me disais, tu vois, c'est on entend parler tellement de fois. Et c'est marrant parce que, désolé, je te Vas-y, coupe. Mais c'est juste qu'en fait, il y a exactement la même chose de l'autre côté, pas le même mot, mais il y a également une flèche qui va de la partie agence à la partie immersion. Parce qu'en fait, mon associé m'a contacté à la base parce que, avant de s'appeler Immersion, ce resto devait être un restaurant autour de l'avocat. Ok. Tu sais, comme Avocado Show à Amsterdam, ce genre de choses. Et en fait, on a mis tellement de temps à trouver le local que moi, qui suis dans le milieu, j'ai vu l'avocat faire ça. Ah, waouh. Et je me suis dit, si on ouvre comme ça, on va se casser la gueule, quoi. Incroyable. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on change, absolument. Donc, grosse décision stratégique. Mais j'ai dit, voilà, moi, je suis dans le brunch. Les gens, je vois, ils adorent ça. Le brunch, c'est beau, c'est bon, c'est gourmand. Tout le monde aime le brunch. Enfin, qui n'aime pas un pancakes, qui n'aime pas des œufs bénédicts, enfin, a priori, tu vois, c'est une cuisine qui parle un peu à tout le monde. Et donc, tout ça pour dire qu'à la base, mon associé m'a contacté parce qu'il cherchait la queen de l'avocat. Des avocats de toast, tu vois. Waouh. Et il t'avait identifié, toi, comme cette personne. Et en fait, il m'avait identifié parce qu'il y avait des avocats de toast partout sur mon compte, parce que forcément, c'était un peu le plat phare des coffee shops à l'époque. Waouh. Et comme il n'y avait pas grand monde dans le secteur en 2018, du coup, fin 2018, je crois. Et du coup, il est venu vers moi pour Incroyable. ça. Donc, tu vois, je pense que tu peux écrire avocat, tu vois. Mais donc, à la base... En fait, c'est la partie photographe ou communicante, je sais pas, mais... Il t'avait identifié, en gros, pour tes capacités, compétences, photo, contenu, en fait, voulant être ton client. Et du coup, et après, vous êtes devenus associés. Wow. Exactement. Et en fait, j'en ai parlé à mon copain, qui est toujours mon copain aujourd'hui. Et je lui ai dit, regarde, j'ai été contactée par un gars, il veut ouvrir un resto autour de l'avocat. Trop cool, tu vois. Et puis en parlant, en fait, il me dit, mais est-ce que ce serait pas le moment pour lancer le projet que tu avais envie de faire, quoi, d'ouvrir ton resto? Et non, je dis, en vrai, why not, quoi, parce que j'ai les compétences culinaires, j'ai les compétences créatives. T'as la connaissance du marché. Mais par contre, tout l'aspect, faire son business model, aller faire un prêt à la banque, gérer les travaux, gérer les plannings d'équipe, recruter, voir le cuisiniste pour savoir où est-ce que tu mets ton évier. Ouais, c'est des enjeux. Je mets où ma poubelle le soir pour pas qu'elle se fasse enlever. Wow, c'est tous les petits détails auxquels tu penses pas, quoi. Et donc, en fait, je lui ai proposé. Je lui ai dit, le projet, il n'existait pas. Hein. Il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait pas de local, il n'y avait pas de business plan. Il y avait l'envie d'avoir un resto. Il y avait juste l'envie d'avoir un resto, sauf que Alexis est quand même quelqu'un de très organisé. C'est ton associé, Alexis. Exactement. Et donc, il avait déjà prévu de prendre quelqu'un pour la com avant même d'avoir lancé quoi que ce soit, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit, voilà, moi, j'ai envie de rejoindre le projet. Il n'existe pas encore. Je veux bâtir ce restaurant avec toi, quoi. Waouh. Et donc, il a pris, je pense, une soirée pour y réfléchir. Et le lendemain, il est revenu vers moi. Il m'a dit, je suis chaud, quoi.
Incroyable. Je suis chaud. Et donc, on a vraiment tout créé ensemble à partir de là. Donc, moi, en étant je dis toujours, sans Alexis, ça n'existerait pas. Mais sans moi, ça ne fonctionnerait pas. Tu vois, c'est un peu la petite phrase où lui, il n'aime pas du tout ce qui est communication, marketing, ça l'intéresse pas. Mais par contre, moi, toute la partie qu'il fait aujourd'hui, tout le légal, le financier, l'administratif, c'est un peu la phobie administrative, tu sais, qu'on est beaucoup à avoir. Mais au final, c'était un équilibre parfait. Franchement, on se complète parfaitement bien. On n'a quasiment aucune compétence en commun, à part le fait qu'on aime tous les deux la bonne nourriture. Mais du coup, pour ce projet, ça fonctionnait super bien. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça illustre quelque chose que je m'évertue à répéter à tous nos clients et dans nos contenus, que l'aventure entrepreneuriale, on peut le regarder sous le spectre de dire que c'est juste une évolution de rencontres humaines et que c'est les rencontres avec un client, un partenaire, quelqu'un qui va parler de nous, nous recommander, et dans ton cas là, un associé, qui peuvent donner naissance à des choses qu'on n'imaginait pas la veille parce qu'on n'avait pas fait cette rencontre spécifiquement. Ah oui, non, c'est sûr. C'est simple, dans ton schéma, tu peux partir de l'influence, partir vers l'agence, et en fait, tous mes clients, c'est que des restaurateurs que j'ai rencontrés parce que je suis venue manger dans leur resto. Je n'ai jamais, vraiment jamais, en 7 ans, ou je ne sais pas combien maintenant, envoyé un mail de démarchage pour un restaurant. C'est que des rencontres parce que j'ai pris le temps de m'intéresser. Déjà, j'ai pris le temps de venir, de payer. C'est bête, hein, mais quand, pour un propriétaire de restaurant, d'avoir quelqu'un qui vient et qui paye, tu vois, c'est une forme déjà de soutien. Tu t'intéresses, t'es pas là pour profiter. Enfin, profiter de... Plutôt que tu veux dire quelqu'un qui vient, qui a un gros compte et qui dit fais-moi goûter gratos. En fait, c'est plus qu'aujourd'hui, la plupart des gens vont écrire un mail. Bonjour, je suis photographe. Si vous avez besoin de mes services, je suis là, quoi. Mais du coup, t'as pas pris le temps de t'intéresser, de découvrir l'univers du café, parce que au final, ils ont tous un peu leur univers, leur spécialité. Tu prends pas le temps de découvrir cet univers. Tu prends pas le temps de rencontrer le fondateur. Tu prends pas le temps de savoir quels sont ses vrais problèmes, quels sont ses challenges. À quoi tu vas servir, en fait. Parce que, ok, tu viens faire des photos, mais finalement, elles vont servir à quoi, les photos ? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à mettre en avant le fait que c'est du fait maison ? Est-ce qu'il n'arrive pas à mettre en avant le lieu parce qu'en fait, avec son téléphone, ça fait sombre, parce que la qualité n'est pas assez bonne ? Tu vois, vraiment prendre le temps de savoir qu'est-ce que tu peux lui offrir comme compétence pour résoudre un problème qui existe et pas juste dire, voilà, je suis photographe, si tu as besoin... Je suis là, quoi. C'est hyper intéressant parce que sur cette flèche-là, et après j'ai très envie de revenir sur votre association pour Immersion, mais on y reviendra. Ce que tu me dis, c'est que c'est pas j'ai un gros compte Insta, donc les clients nous contactent parce qu'ils veulent qu'on travaille avec eux. C'est j'ai fait la démarche d'aller créer du contenu de qualité pour mes réseaux dans les différents restos, brunch et ainsi de suite. Et c'est les rencontres que je fais sur place en expliquant ce que je suis en train de faire qui, un jour ou l'autre, et peut-être même pas, mais... dans certains cas, deviennent des clients qui, j'imagine, restent pour longtemps. En fait, il n'y a pas de question de communauté, d'abonnés, d'importance. Est-ce que tu es un gros compte ? Est-ce que tu es un petit compte ? Est-ce que tu as un grand resto ? Est-ce que tu es une chaîne ? Est-ce que tu es un petit coffee ? C'est 2 personnes qui se rencontrent. Tu vois, ça ne va pas plus loin. Après, forcément, le fait que je fasse du contenu de qualité qui finit sur mon compte, j'ai pas besoin de faire mes preuves. S'ils viennent après vers moi, c'est qu'ils ont déjà aimé ce que j'avais fait. C'est qu'ils ont déjà un aperçu de ce que je pourrais leur proposer. Donc, bien sûr que ça aide. Mais au final, il y a des très bons comptes de photographes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui ont aussi des très belles galeries. Et ça leur suffit pour trouver des clients. Tu n'as pas besoin d'avoir... beaucoup. En fait, avoir beaucoup d'abonnés, c'est utile pour des collaborations avec des marques. Mais pour trouver du travail auprès des restaurateurs... t'as pas spécialement besoin. En tout cas, c'est un marqueur de crédibilité parmi plein d'autres qui fait que on peut t'attribuer la confiance. Mais comme tu dis, rien que le portfolio et la qualité des créations, dans la majeure partie des cas, c'est suffisant. Mais je trouve que ce qui est hyper visible là-dedans, et on en avait parlé la dernière fois qu'on a fait notre épisode ensemble, c'est qu'il y a un capital de confiance qui s'installe dans le fait que tu viennes, tu discutes, tu poses des questions, tu prends des photos, tu dis « Ah tiens, est-ce que je pourrais prendre une photo de cet autre truc ?» etc. Et après, ils voient le rendu. Et tu n'as toujours pas demandé s'ils étaient prêts à te payer pour bosser avec toi.
et que ça s'installe au bon moment dans la relation, mais que la relation est prioritaire. Bah, en fait, le restaurateur, c'est quand même une personne particulière, on va dire. Enfin, comme c'est un public particulier, tu veux dire? J'imagine comme chaque entrepreneur a un petit peu son univers. Ouais. Le restaurateur, il faut partir du principe qu'il n'y a pas d'argent. Tu sais, il y a un peu ce truc. Le restaurateur, en tout cas pour la com, il n'a pas l'argent, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, ma technique, c'est toujours de dire, vous venez quand vous êtes prêt. Tu vois, j'ai jamais voulu forcer la main parce qu'en fait, forcer la main, ça met déjà une pression sur ce que tu dois délivrer pour prouver que ça valait le coup. Et généralement, en fait, ça dure pas sur le long terme. Ouais. Parce qu'en fait, s'il n'était pas prêt et que tous les mois, au moment de faire le virement, il se dit « c'est vrai que c'est cher ». Tu vois, les résultats, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Donc pareil, tu vas te dire, en fait, potentiellement, les 2 premiers mois, tu as un sentiment négatif, finalement, qui ressort de ta collaboration, puisque c'est un peu, putain, ça me coûte cher, j'ai pas beaucoup de résultats. Est-ce que ça vaut le coup de continuer, quoi ? C'est bon, j'ai vu comment elle faisait, je vais pouvoir faire pareil, tu vois. Oui, c'est pas durable, alors que là où toi et eux gagnent, c'est quand c'est durable et que c'est une relation qui s'installe dans le long terme. Exactement. Tu vois, aujourd'hui, quasiment tous les clients que j'ai, c'est des clients qui sont venus, mais 2, 3, 4, 5, 6 ans plus tard. Ah, waouh. Là, tu vois, on a fait une vidéo de présentation pour un café qui a ouvert d'ailleurs en 2017, donc tu vois à peu près quand j'ai commencé. Lancé, ouais. Et il n'a jamais voulu faire de communication, il n'a jamais voulu rien faire parce qu'il n'avait pas spécialement besoin, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un peu plus de monde. Donc, tu vois, c'est un peu plus dur de faire venir les clients. Tu sens que c'est un peu moins trendy que ce que c'était en 2017. Et tu vois, finalement, la première personne à qui il pense pour ça, ça a été moi. Mais parce qu'au final, j'y vais au moins 1 à 2 fois par an dans son café. Donc, tu vois, c'est pas non plus, je suis venue une fois en 2017 et puis ciao, quoi. Ouais, c'est que j'aime vraiment cette adresse. Et au final, quand tu travailles avec des clients, ça, je pense que c'était un peu le sujet aussi du premier podcast, mais quand tu travailles pour des clients pour lesquels tu aimes vraiment ce qu'ils proposent, c'est plus simple. Parce que tu es convaincu par ce que tu vends, entre guillemets, à travers les photos, à travers les vidéos. Alors que si tu dois travailler pour un restaurant où tu sais qu'en vrai, c'est pas bon, c'est plus dur, quoi. Ouais. J'ai envie de revenir sur un truc que tu as mentionné là, pour revenir sur votre restaurant avec Immersion, au moins au début quand vous en aviez qu'un. Tu as dit les restaurateurs et restauratrices sont des gens qui n'ont pas d'argent. Et je pense que tout le monde qui nous écoute doit se dire, en tout cas moi c'est quelque chose que je me dis souvent, tellement dur comme forme d'entreprise d'avoir un resto ou un café. Tu te bats sur des petites marges que tu fais sur des choses que tu achètes et des choses que tu revends. La galère du recrutement, comme tu as dit, pour des gens qui bossent en cuisine ou qui font Enfin, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'emmerdes. Clairement. Pourquoi, Laura, t'as voulu faire ça, quoi ? Parce que j'entends l'inspiration, l'envie d'avoir mon propre lieu. Je comprends, moi aussi j'ai ça. Mais c'est pas pour autant que je passe à l'action sur le fait de le faire. C'est une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est finalement cette envie de partage qui s'exprime à travers l'assiette. C'est que quand, que ce soit via les blogs à l'époque, pareil, on en parlait dans le podcast, que ce soit à travers des photos, à travers des vidéos, tu partages. Tu partages tes bons plans, tu partages tes bonnes adresses. Mais là, tu as la possibilité de nourrir quelqu'un. Genre, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est quand même fou de dire, il y a des gens, ils viennent fêter leur anniversaire, t'as des copines qui se retrouvent ils se sont pas vues depuis 2 ans et elles décident de venir chez toi, t'as des entreprises qui viennent faire des déjeuners d'équipe parce que, je sais pas, ils ont passé une bonne période et ils veulent célébrer et du coup, ils viennent manger chez toi. C'est quand même super satisfaisant. Et la plupart des restaurateurs, c'est ce qu'ils aiment. C'est vraiment cette passion pour la cuisine qu'ils ont envie de partager avec leurs clients. Donc, effectivement, quand tu es un plus petit restaurant, c'est plus simple d'une certaine manière parce que tu fais moins de volume, donc tu peux te permettre de faire des recettes un peu plus travaillées, de faire des dressages un peu plus élaborés. Ou alors, dans ce cas, tu passes dans le cadre étoilé où c'est du coup très cher pour avoir à la fois le côté
élaboré, bien dressé, mais du coup, les prix augmentent forcément. Mais du coup, je pense que la première chose, c'est vraiment cette passion de la cuisine. Après, pour moi, la deuxième chose, ça a également été l'envie de vouloir créer quelque chose de concret. Tu vois, les réseaux, c'est quelque chose qui est quand même très prenant psychologiquement. Et je pense que tu peux demander à n'importe quel créateur. Tous les ans, on se dit, allez, c'est la dernière. Tu vois, il y a un peu, allez, dernière année, et puis après, on verra. Parce qu'en fait, on sait tous qu'au fond, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tu vois, voilà, je suis reconnaissante parce que finalement, tous les ans, j'ai pu continuer. Mais il y a un peu ce flou, te dire, en fait, demain, Insta, il plante, t'as plus de taf, quoi. C'est un peu... Donc, c'est vrai que d'avoir quelque chose de concret, tu vois, de me dire, j'ai des restaurants physiques dans Paris, il y a un truc qui rassure. Ouais. Tu vois, j'ai des murs, surtout République, on a eu l'occasion de racheter les murs. Tu vois, alors que pour les autres, on loue. Mais du coup, je dis, en fait, les murs, ils sont à nous, quoi. Ouais. Tu vois, il y a... Oui, il y a quelque chose à la fin de la journée, tu peux toucher, tu peux sentir, c'est pas juste, voilà, j'ai fait 4 posts. Et puis, du coup, c'est aussi agréable d'avoir quelque chose qui dépend pas uniquement de moi. C'est-à-dire que, demain, je sais pas, j'ai un rhume, je reste au lit, le resto, il tourne. Tu vois, et quand t'es créateur de contenu, en fait, t'es la vitrine de tout. Donc, si t'as pas envie de créer du contenu parce que t'es fatigué, si t'es malade, s'il pleut, si tu te casses le bras ou quoi, tu peux plus travailler. Enfin, il y a vraiment un truc où ton activité, elle en prend tout de suite un coup. Ouais. Alors que d'avoir quelque chose de concret, t'as les bonnes personnes en cuisine, en salle, t'as des bons directeurs, t'as une petite entreprise qui tourne où tu n'es pas le centre du monde. Et ça, c'est aussi... agréable quand tu m'étonnes. Tout le reste de son activité est tourné autour de toi-même. Tu vois, aujourd'hui, même l'agence, on vient nous voir pour mes photos, pour mes vidéos. On vient me voir sur mon compte Instagram pour ma tête, ce que je représente sur les réseaux. Là, tu as un resto où, surtout les derniers qu'on a ouverts, je rentre, on ne me reconnaît pas. Tu vois, ça doit être satisfaisant quelque part. République, quand on a ouvert, j'étais une bête de foire. Mais vraiment, je rentrais dans le truc, tout le monde me regardait un peu du coin de l'œil et tout. Je disais, bonjour et tout. Puis il y en a, ils te regardent, mais ils n'osent pas te dire bonjour ou ils n'osent pas te dire qu'ils t'ont reconnu alors que tu sais que oui, donc tu as envie de leur dire, dis-moi bonjour, on passe à autre chose et tout va bien se passer. Mais du coup, c'était assez drôle de voir l'évolution. République où tu avais principalement ma communauté qui venait. Et puis finalement, Immersion a grandi en tant que marque à part entière. Donc, je me mets toujours en avant sur des opérations, sur des choses, parce que ça reste aussi... je suis cofondatrice, quoi, donc j'ai envie d'en parler. Et je suis fière d'avoir cette enseigne. Mais j'aime bien aussi laisser vivre la marque seule. Ce que j'entends, et j'ai envie de le rajouter, je crois, sur notre petit schéma, c'est que... T'as raison, c'est amusant, en fait, ce petit schéma. Ce business-là... Je vais repartir avec. C'est complètement un cadeau à la fin. Il te permet d'avoir moins de pression sur les 2 autres presque. Genre, c'est-à-dire, le fait que ça existe, que ça tourne. Rééquilibrer. J'ai l'impression que ça te permet de te dire, c'est pas grave, celui-là et celui-là. Tu vois, ça équilibre effectivement la dépendance que tu as à chaque. Ouais. Ça te parle ça me va, ouais. Est-ce que je vais mettre... c'est vrai qu'avant, j'avais tout mon business qui était entre 2. Ouais. Maintenant, tu as un 3e. Et qui, en plus, sur lequel je ne suis pas à 100%... la seule personne qui gère tout. Je mets moins charge mentale, du coup. Allez. C'est pas grave si les mots sont pas parfaits, tu pourras refaire l'exercice et corriger. Je suis curieux qu'on parle justement de ce truc de... Ça dépend pas à 100% de toi. J'ai l'impression que dès le début, c'était présent où tu dis... Vous aviez des rôles précis avec ton associé Alexis. Est-ce que ça s'est défini tout seul naturellement ? Vous avez des conversations autour de ça, j'imagine. Comment vous avez fait pour trouver cet équilibre entre ses compétences à lui, est-ce qu'il allait contribuer à l'ouverture du premier restaurant et les tiennes ? En fait, pour le premier restaurant, pour le coup, c'est Alexis qui a géré peut-être 90% du avant. Parce qu'en fait, moi, je ne pouvais rien faire. Puisque je ne pouvais pas communiquer sur quelque chose qui n'existait pas. Lui, il essayait de trouver un local. Quoi. Donc, je venais visiter avec lui quand il y avait des locaux potentiels. C'est lui qui faisait le business plan, qui allait pitcher les banques, les courtiers. On a fait les projections archi ensemble.
Donc on a un architecte qui nous fait toutes les projections. Donc ça, c'est moi qui ai fait les briefs. On a validé ensemble le design, on va dire, du resto. Mais sinon, c'est beaucoup lui qui a géré. Et en fait, ce qui fait que ça fonctionne avec Alexis depuis le début, c'est la confiance. C'est-à-dire que vraiment, on n'est pas l'un sur l'autre à longueur de journée en mode « Ah, est-ce que tu as fait ça ? Et est-ce que tu vas faire ci ?» J'ai confiance en lui. Tu vois, je sais que s'il nous dit qu'il y a des moments où financièrement, c'est plus compliqué parce qu'il y a ci et qu'en fait, il faut enlever un salarié le mardi de 10h à 11h, je te fais confiance. Tu vois, et pareil, là, tu vois, on prépare un peu la communication pour Pâques, qui arrive à grands pas, donc on y est presque. Mais il me fait confiance. Il me dit juste, qu'est-ce qu'on fait pour Pâques ? Je lui dis, en fait, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Ok. Et par contre, après, il attend que ce soit délivré. Du coup, il l'a en tête. Il l'a en tête. Ça, franchement, il n'oublie pas. Donc, il va me dire... Du coup, tu m'avais dit pour Pâques qu'il y avait ça et ça. Du coup, c'est toujours bon. Ouais. C'est toujours bon. Oui, ça, c'est bon. Et donc, après, en fait, depuis janvier, mon rôle chez Immersion a augmenté. Ok. Donc, je suis vraiment... quand on a ouvert, si tu veux, j'étais plus CM et photographe d'Immersion parce que j'avais toutes les autres activités à côté. Et aujourd'hui, qu'on a 3 restos, un peu plus aussi les moyens de faire des choses, aujourd'hui, je suis, on va dire, officiellement directrice marketing. Ok. Donc là, ma mission, c'est vraiment de proposer des choses un peu plus différentes en termes de strat, en termes de com, pour faire grandir la marque. Et plus juste prendre les photos et dire, voilà, on est ouvert, on a des pancakes, venez, quoi. Ce que j'entends, c'est que vous avez des périmètres de responsabilité très clairs entre vous et que vous avez réussi. Et je pense que c'est pas facile à faire dans les relations d'associés. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont eu des associés à un moment donné, peut-être qu'il y en a qui pourront témoigner, mais d'ensuite lâcher ces parties-là. Parce que surtout là, comme quand on associe, souvent, j'ai l'impression que quand naturellement tu vas chercher un associé qui te ressemble, alors qu'au final, le mieux, c'est d'être complémentaire. Alors, il faut effectivement avoir la même vision depuis le début. On sait qu'Immersion, par exemple, on en veut plusieurs. Ok, dès le début, vous saviez. Dès le début, Immersion, on a toujours voulu quelque chose d'ambitieux. Après, on n'a pas fait de levée de fonds. Moi, j'ai mis mes économies de l'époque, j'ai mis 10 000 euros, tu vois. On ne parle pas de centaines de milliers d'euros ou quoi. C'était littéralement mes économies d'étudiante, de stage, d'alternance. J'aurais voulu mettre plus, mais j'avais pas. Tu vois. C'était vraiment... Et il y a eu la banque à côté, comme tu disais. Et après, il y a eu la banque, mais Immersion République, on l'a ouvert avec 60 000 euros. Waouh. Et après, on a fait le prêt à la banque. Mais tu vois, on a réussi à rapporter avec un peu le love money et tout ça. Quoi. Mais donc, je sais plus exactement pourquoi est-ce qu'on dit ça. Mais oui, on est complémentaires là-dessus. Et on se rejoint, par contre, sur quelques sujets. Tu vois, par exemple, la carte, on valide ensemble. Okay. C'est-à-dire que moi, je fais tous les briefs, parce qu'on bosse avec une consultante qui est une copine à moi, qui s'appelle Claudia. Donc, avec Claudia, je lui envoie le brief. On fait les testings. Et après, on fait les testings avec Alexis, qui valide tout également. Tu vois, il n'y a pas... là-dessus, on veut tous les deux être raccord sur le fait que ce qu'on sert au resto, on aime tous les deux ce qu'on sert. Et la deuxième chose, c'est l'archi. Tous les briefs d'archi, savoir quelle couleur on met la table et quelle couleur on met le mur et comment sera le bar, ça aussi. Tu vois, donc il y a quelques sujets sur lesquels on se rejoint, mais la stratégie de pricing aussi pour les plats, enfin, tu vois, quelque chose, mais sinon, au quotidien, on a vraiment nos missions délimitées, on va dire, et on se tient juste au courant de ce qu'on fait. En tout cas, j'essaye de le faire de plus en plus parce que j'ai plus la fâcheuse habitude, je pense que c'est mon côté freelance, du coup, de dire, tu vois, je fais mes trucs dans mon coin et genre, c'est limite, non, je travaille 1 heure par semaine, tu n'as pas le droit de m'écrire tous les jours pour me demander ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est deux réalités très différentes, de passer de je suis seul en contrôle de toutes mes tâches et tout ce que je fais et toutes les choses que je livre à mes clients et mes clientes, et passer à, je bosse avec un ou une associée, d'autres personnes qui sont impliquées. Et surtout le fait de passer de 1 resto à 3. C'est-à-dire que maintenant, la pression aussi financière qu'il y a derrière, elle est plus grande. Ouais, la structure de charge, elle augmente. Chaque resto, tu as un prêt bancaire.
Donc, je sais pas si tu vois un peu potentiellement combien, mais 3 restos, tu as un sacré prêt derrière. Donc, il faut pouvoir rembourser. Donc, Alexis, lui, il a vraiment la partie chiffres. Donc, il y a des moments, à me dire, Laura, tel resto, là, il faut faire quelque chose, quoi. Et il faut faire quelque chose. Comment tu le vis, le fait que... Parce que moi, c'est une réflexion que j'ai aussi dans mon association, avec mon associé dans l'entreprise, où on a aussi nos spectres de responsabilités différents. Le mien, c'est la partie marketing, communication, vente, rayonnement de la marque, médiatisation, etc. Et au tout début, quand on a fait ce split-là, je me souviens que c'était hyper dur pour moi d'avoir presque tout le poids du chiffre d'affaires sur les épaules. D'être la seule personne responsable d'aller chercher l'argent pour financer les postes des autres. Et c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup évolué depuis. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins ce poids et ce truc dur à vivre. Mais je suis curieux parce que j'ai l'impression que toi aussi, dans cet équilibre de immersion, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est toi qui gères le marketing, la com. S'il n'y a personne qui rentre par la porte, c'est... Ouais, après, du coup, je me défends un peu d'une autre façon. C'est qu'à la base, un restaurant, si tu enlèves la communication, les gens, ils viennent parce que c'est bon et parce que tu es bien servi et parce que le lieu est agréable. Mais il faut qu'ils viennent la première fois quand même. On est à Paris. C'est vrai qu'il y a cet enjeu-là. Oui, il y a la localisation. Un peu plus... effectivement, les gens vont peut-être venir au début via Insta, mais après, tu commences aussi à avoir beaucoup de... on a un bon référencement... Pardon. T'inquiète. Cette toux est toujours là, après des années. Pardon. Mais on a un bon référencement Google. On commence à avoir aussi beaucoup d'influenceurs qui parlent de manière organique. On a eu quelques articles sur le bonbon, Et puis après, on est quand même dans des lieux... Tu vois, pour le coup, Immersion Vendôme, il est rue Daniel Casanova. On est littéralement à 2 minutes à pied de la place Vendôme. Ok. Vraiment, tu tournes, on est perpendiculaire à la rue de la Paix. Et t'es à 1 minute à pied, 2 max, de la place Vendôme. Donc, les gens, ils se baladent beaucoup dans le coin. Donc, naturellement, ils le voient. Et là, tu vois, t'as Cédric Grolet, le café. Je sais pas si tu l'as vu passer un peu sur les réseaux. Mais il a ouvert, du coup, un petit coffee shop et qui fait un carton. Et on est dans la même rue, tu vois. Donc, au final, ça va attirer encore plus de monde et peut-être qu'on arrivera à grappiller quelques clients au passage. Mais du coup, je pense que les gens à Paris sont quand même plus à même de donner une chance. Mais effectivement, pour qu'ils reviennent, il faut que l'expérience soit bien. Et ça dépend pas de toi. Ça, moi, pour le coup, tu vois, ça, c'est son rôle. Oui. Tu vois, c'est que il faut qu'on ait du bon staff. Ouais. Il faut qu'ils soient bien formés, qu'ils soient souriants, qu'ils soient contents d'être là. Donc, combien on peut les payer pour que on soit à la fois dans nos coûts et que eux ils soient contents. En cuisine, il faut les bonnes personnes pour que les recettes soient bien exécutées. Donc ça, tu vois, c'est pas facile. On a du café, donc il nous faut des bons baristas. C'est un restaurant. Les fournisseurs, tout ça. Donc un restaurant, des ampoules qui lâchent, des fuites d'eau, ça arrive tout le temps. Ouais. On a un monte charge à Vendôme, à Sentier. Premier jour d'ouverture, le truc il marche pas. Tu vois, il a réussi à joindre le prestat qui est venu dans la matinée même pour le réparer. Donc il faut être vraiment réactif et avoir tous les bons contacts et gérer plein de merde, quoi. En tout cas, ce que j'entends, c'est que même si en apparence, toi, tu gères la direction marketing et ainsi de suite, le plus gros chiffre d'affaires, au final, il se fait peut-être sur la fidélisation, le fait que les gens aient une bonne expérience, en parlent autour d'eux, le bouche à oreille, dans un et ainsi de resto, suite. Ça change tout, quoi. Essentiel, quoi. Et puis, je trouve qu'à Paris, le bouche à oreille, il va dans les deux sens. C'est-à-dire que si t'as quelqu'un qui a une mauvaise expérience, il y a tellement de restos que si moi, j'ai juste une personne qui me dit « Ah, j'ai testé, c'était pas bon », j'y vais pas. Et peut-être que tu vas redire « Ah, j'ai entendu dire que… Ouais, tu vois, et en fait, on se fait une idée très rapidement et il faut faire gaffe. Ouais. Donc le meilleur marketing, toujours, c'est des clientes satisfaites. Ça reste un restaurant. Ouais. Donc tu peux pas bullshitter le truc. Et du coup, c'est pas master bullshit. Ouais. Tu mentionnais aussi l'importance de la localisation qui, je pense, est clé dans ce genre de projet. On s'en rend compte de plus en plus. Ouais. Et je me souviens même la première adresse, rue Lucien Sampé, dans le 10e. Le 10e, à cette époque-là, c'était un peu quand même, avec le 11, le paradis des brunchs. Ouais.
T'étais en face de Olibelli. Ouais. Enfin, c'est quand même genre un Graal pour une première adresse d'ouvrir dans cette rue, à cet endroit-là. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, moi, je trouve que le quartier, il a vraiment changé. Oui, complètement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Mmh. J'ai l'impression qu'il est vide. Enfin, et pourtant, la rue dans laquelle on est, c'est devenu un truc de fou. Alors, au début, t'avais que Olibelli. Après, il y a eu nous. T'as Mamiche. Ouais. Je sais pas si tu connais un petit peu, mais boulangerie. La boulangerie dans le coin. Ouais. T'as Sold Out, qui est un truc de burger qui cartonne. Là, t'as un autre café qui a ouvert qui s'appelle Blondie. Oui, je l'ai vu, ouais. Qui est juste au bout de la rue. Enfin, la rue, elle continue en fait de se développer de fou, quoi. Donc, t'as une belle dynamique. Mais au final, celui qui fonctionne le mieux, ça va être Vendôme. Okay. Parce qu'en fait, Vendôme, t'as des touristes H24, ouais. littéralement. Touristes étrangers, touristes français, plus les Parisiens qui se baladent beaucoup dans ce coin-là. Parce que mine de rien, t'as Opéra, Tuileries, donc Palais c'est un Royal. point de transfert, quoi. Tout le monde se balade. Alors, en hiver, n'en parlons pas, avec toutes les décos Place Vendôme, les gens passent leur vie dans ce coin-là. Et Sentier, tu vois, c'est encore différent parce que au final, c'est beaucoup plus de gens qui travaillent, mais tu as aussi beaucoup de concurrence. Tu vois, ils ont déjà tous leurs habitudes. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu... On va où ce midi ? Plus dur de s'implanter, ouais. Alors, on a le choix. On a Popolare pour la pizza, on a le truc de quiche, on a la petite brasserie. Ils ont déjà un peu toutes leurs habitudes pour chaque plat qu'ils ont envie de manger. Donc, ça met un peu plus de temps, je trouve, à... prendre de la dynamique. À se dire, coucou, on est là aussi, tu vois. Ouais. Mais écoute, on y travaille, on essaye de mettre en place des choses en termes de market et de com pour justement essayer de faire venir plus de monde la semaine. À quel point c'est différent, du coup ? Enfin, parce que depuis le premier restaurant et la 3, j'imagine qu'il y a un enjeu de créer de la cohérence. Les cartes, est-ce que c'est toutes les mêmes ? Tu parlais d'archi tout à l'heure, est-ce que l'archi c'est la même ? Tu vois, c'est un enjeu un peu différent d'avoir... Est-ce que tu prends le pari d'avoir une ambiance différente dans chaque lieu ou la même ? Je suis curieux que tu nous parles un peu de ça parce que c'est très différent qu'à l'époque quand tu fais photo community management pour des cafés différents qui ont chacun leur marque. Tu vois, c'est pas la même expertise. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est très, très pertinent comme question. Un peu trop pertinent même. Pardon, je te prends de court. Non, c'est... Chez Immersion, on a un menu différent dans chaque resto. Ok. Pour beaucoup de raisons. De un, parce que quand tu ouvres un resto, tes recettes, elles sont tendance. Et puis, tous les autres cafés s'inspirent facilement de ce que tu peux faire. Surtout, j'imagine, avec ta personnalité publique. D'autant plus. Notamment quelques cafés à Montpellier, je crois. Il y en a à Montpellier ou à Bordeaux. Genre, le dressage, c'est le même. Genre, tout est pareil. J'étais là en mode, mais... okay. Mais du coup, l'avantage d'ouvrir des nouveaux restos, c'est de pouvoir à chaque fois, en fait, remontrer que t'es à jour dans le sujet, quoi. Enfin, moi, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de veille, donc je sais un peu les nouvelles tendances, les nouvelles recettes, et donc ça me permet de me remettre un peu à jour en mode non mais c'est bon, la recette que vous avez fait là, mais en fait elle est saut 2020, quoi. Maintenant, regardez, c'était ça qu'il fallait faire. Et donc pareil, on a ouvert le deuxième en 2021, puis pareil, j'ai commencé à revoir un petit peu quelques saveurs, quelques trucs dans d'autres cafés, donc à chaque fois, en fait, de pouvoir recréer une carte, ça permet de rapporter de la nouveauté, de te placer finalement comme expert un peu dans le milieu. Et c'est vrai que ça me permet aussi de montrer ma passion pour le brunch. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, le brunch, ça passe un peu pour... c'est pas de la cuisine. Tu sais, c'est bon, tu prends un pain, tu mets juste du guacamole par-dessus. Terminé, ça ton brunch. Tu prends un pancake, tu mets 3 fruits et c'est fini, quoi. Et du coup, de prouver que... t'as 3 restos et t'as tout autant de plats, ça montre qu'on connaît vraiment notre secteur. Mais après, le revers de la médaille derrière, c'est que les gens sont un peu perdus, quoi. Tu vois, moi, je vois quand je suis dans le resto et que, tu sais, les gens, ils commandent avec Instagram maintenant. Okay. Tu sais, il n'y aurait plus le menu. Oui, c'est vrai. Les photos, ils disent, je veux ça. Ah oui, oui. Et donc, parfois, je vois, ils sont prêts à commander. Et je regarde par-dessus l'épaule et en fait, je vois que le plat qu'elle s'apprête à commander, il n'est pas là. Ah ouais. Et je sais qu'elle va être déçue, tu vois. Et du coup, elle dit, oui, je voudrais ça. Ah, mais non, celui-là, c'est dans tel resto. Ah ouais. Ah, mais ok, du coup, vous avez quoi ? Enfin, tu sais, ils sont un peu perdus. Et c'est vrai qu'à République, notamment, on n'a pas de pancakes. Ok.
Et sur le compte, bah, tu as quand même 2 restos sur 3 qui ont des pancakes. Donc du coup, tu vois des photos. Donc, bah, tu as un peu de déception. Trop les intéressant. avocats d'auto sont complètement différents. Vraiment, c'était pas du tout le même mood dans les 3. Donc, c'est c'est pas un challenge, simple. Parce que effectivement, si tu décides de tout faire pareil partout... Et puis après, pareil, en termes de coûts, ben, tu fais beaucoup plus d'économies quand tu as la même chose partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart des restos ont partout tout les pareil. Mêmes cartes, Mais donc du coup, je suis un peu partagée parce que je suis un peu la force créative du resto, mais je suis quand même connectée à la réalité. Oui. Et tu vois, je me dis, en fait, si au bout d'un moment... pour une question de coût, pour une question de praticité, il faut qu'on homogénéise un peu, on le fera peut-être, tu vois. Ouais. C'est pas dit, hein, mais là, je sens que, tu vois, c'est pas facile. Par exemple, quand tu ouvres un resto, tu es obligé de reformer ta cuisine à 100%. Ah bah ouais, de repenser les cheminements entre soit les trucs. La cuisine elle-même, mais juste les équipes. Ouais. La mise en place, c'est pas la même. Les préparations, tu repars à zéro. Donc, tu as beaucoup plus de temps, ça demande beaucoup plus de temps pour se former, pour maîtriser tes recettes. Et donc, tu vois, il y a plein de trucs sur lesquels je me dis, il faudrait quand même aussi que j'écoute le marché et que je reste pas uniquement fermée. C'est dur, ça. Chaque idée créative, en fait, elle a des conséquences secondaires qui se démultiplient à tous les niveaux de, comme tu dis... dressage de l'assiette jusqu'à organisation de la cuisine, jusqu'à fournisseur de qui t'emmène les produits. Oui, parce que regarde, là, tu ouvres un nouveau resto, tu as une équipe dans le précédent qui est déjà formée, je sais pas, ils sont 5, 6. En fait, tu prends les 2 meilleurs de cette cuisine, hop, tu les amènes dans le nouveau. Et ils forment les nouveaux. Et ils ont juste à faire la même chose que ce qu'ils font déjà. Et du coup, tu reprends 2 nouvelles personnes et tu les fais former par le reste de l'équipe, ou même tu les fais former par les 2 meilleurs, et puis après, les 2 meilleurs s'en vont. Enfin... C'est une rotation qui se fait quand même finalement assez facilement. Et nous, non, on se complique. Vous repartez à zéro à chaque fois. On part à zéro et c'est pas facile. Donc, c'est des problématiques qu'on a. Mais trop intéressant de se plonger là-dedans. J'ai pas encore statué sur... Par exemple, là, tu vois, on avait lancé des plats un peu plus déjeuner pour essayer de cibler un peu plus les personnes qui travaillent et qui veulent pas manger trop fat, par exemple. Et sauf qu'en fait, là, au bout de 3 semaines, 1 mois, Alexis, il me dit, oui, mais Laura, là, ton plat, il est commandé genre 3 fois par semaine. On jette tout. Bah ouais. Enfin, tu vois, et à un moment, faut se faire. Tu vois, tu peux dire, attends, ça va venir, on teste et tout, mais en fait, les gens, ils viennent pour bruncher chez nous. Donc, s'ils n'ont pas envie de manger une soupe... je peux pas les blâmer, quoi. Tu vois, donc... c'est ce truc marketing éternel de... essayer de conquérir des nouveaux marchés ou aller plus profondément dans ce que tu fais bien et pourquoi les gens t'aiment. Il faut écouter un peu les gens et tes clients et être à l'écoute. Tu vois, de la même manière que quand on ouvre un resto, les premiers retours sur le rapport qualité-prix sont super importants parce que on s'en rend pas forcément compte tout de suite. Mais tu vois, quand on te dit 2, 3, 4 fois que ton plat il est cher par rapport à ce qu'il y a dedans, c'est OK. Peut-être augmenter la quantité, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as juste des plats qui sont pas commandés, là, en fait, la réalité, tu dis à quoi ça sert de garder le plat. Parce que tu vois, tous nos plats brunch, franchement, ils sont assez homogènes. Il n'y a aucun plat il y en a un qui cartonne, mais tous les autres, ils fonctionnent aussi très bien. Mais là, les plats du déj, tu sens que les gens, ils viennent pas pour ça. Ouais. Et du coup, l'énergie à investir pour faire décoller ça serait tellement grande. Oui, et puis forcément, du coup, toute la mise en place, ça fait que tu prépares moins d'autres choses. Donc, tu vas peut-être être sold out d'un plat brunch, alors que c'est celui que les gens venaient chercher. Voilà, c'est un peu les problématiques de la restauration qui sont très différentes des problématiques freelance, du coup. Clairement, là, on est très loin de la partie agence, mais... revenons-en à l'agence, justement, parce que j'ai une curiosité. Est-ce qu'on a tout mis sur la partie... Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur notre cartographie? Tac. Sachant qu'il y en a peut-être qui vont venir à posteriori. En juin, on peut rajouter plein de trucs, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, grâce à mes contacts en influence, d'autres créateurs, du coup, ils vont venir plus facilement découvrir les adresses, venir tester. Oui, ça te permet d'avoir du flux de personnes qui ont de la visibilité. Par exemple, imaginons tu lances un nouveau plat.
tu as peut-être des gens que tu peux dire, viens le goûter si tu en as Mais envie. tu vois, par exemple, là, on a organisé un vide dressing avec 2 copines qui sont plus dans la mode, qui sont venues, du coup, vendre leurs affaires chez Immersion. Trop bien. On a fait une collab avec les Sims. Oui, j'ai vu passer. Tu vois, du coup, on a j'ai quelques potes créateurs de contenu qui sont venus en faire la promotion. Je suis dans le milieu, donc forcément, on s'entraide. Bien sûr. Tu vois, il y a des choses, quand j'ai besoin de mettre en avant un resto, un plat, une opération, je peux me permettre de demander. Après, du coup, t'es pas prioritaire par rapport à ce qu'il y a aux autres, événements, collabs qu'ils ont en temps réel, mais du coup, ils sont toujours plus à même de venir t'aider. Et moi, de la même manière, si tu vois, je peux les soutenir sur des projets, je le fais. Là, tu vois, il y a une copine qui lance un peu un concept de vidéo où elle demande à des personnes de lui donner des défis, genre de trouver un resto comme ci ou comme ça, ou c'est quoi ton meilleur resto pour ci, ou bref. Et du coup, elle m'a demandé si je pouvais participer pour le brunch. Tu vois, enfin, j'ai été pour elle le midi et ça me fait aussi très plaisir de l'aider dans ces moments-là, quoi. Mais ça me touche à ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi, c'est que toutes les rencontres que tu fais avec ta casquette influence, création de contenu, elles sont ensuite au service des autres projets parce que le réseau est une Sauf une que là, ressource. c'est des créateurs, alors que là, ça va plus être des restaurateurs. Exactement, mais du coup, ça sert dans les deux sens. Donc, il y a ça. Et est-ce qu'on peut... entre l'influence et... Moi, j'ai une curiosité. Je vais te demander s'il y a cette flèche qui existe. J'ai l'impression que ce modèle d'entreprise du restaurant, il demande tellement de structure et que, notamment, potentiellement, Alexis t'a apporté. Est-ce que ça a influencé ton envie de passer de seul sur la partie photographie CM à un modèle plutôt agence qui est au final plus structuré, tu vas pouvoir peut-être accueillir des équipes à un moment? Non, c'est vraiment plus que d'avoir à un moment donné trop de clients. D'avoir la vidéo qui est arrivée. Ok. Et par contre, effectivement, de commencer pour certains clients à avoir un peu de stratégie. Tout doucement, tu vois, mais ils vont te demander de réfléchir sur des sujets un peu plus poussés. Et tu vois, je sais pas, ils ont des recettes éphémères à mettre en avant, des ouvertures de resto. Donc là, tu dois quand même préparer un peu une strate de com, finalement, un peu plus poussée. Oui, c'est pas juste prendre une photo. Et au final, ça s'est fait un peu naturellement. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme j'ai en plus de choses à faire pour Immersion, donc c'est vrai que là-dessus, ça rejoint aussi d'avoir plus d'aide, que ce soit un deuxième cerveau pour m'aider à réfléchir ou d'autres mains pour m'aider à créer du contenu. Ça sert aussi. Mais après, l'agence en elle-même s'est créée vraiment naturellement par le développement des clients, par le passage de la micro-entreprise à la société. Ou du coup, tu peux recruter, déléguer. Tu peux recruter et puis ça coûte cher. Donc, ton rôle, il a changé comment du coup? Est-ce que tu es encore la personne qui produit, qui crée, qui écrit, qui poste? Ou aujourd'hui, tu as plus un rôle de gestionnaire? Sur la partie CM, j'ai totalement délégué. Ok. Je fais plus de CM. Ok. Enfin, ça, pour le coup, je vais valider les feeds, je vais éventuellement regarder un peu les légendes, je vais valider les stories, je vais pas mal gérer le contact avec les clients. Tu vois, genre, on t'envoie le feed qu'on a fait, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Tu vois, mais c'est quand même moi qui vais... Tu gères la relation client. Je vais gérer la relation client. Après, j'avais du coup une employée qui part là à la fin du mois, qui avait beaucoup récupéré la partie photo. Vraiment, j'avais réussi avec elle à entièrement, quasiment déléguer la partie photo. Mais elle part du coup chez l'un de mes anciens clients. Oh waouh. Et donc du coup là je vais reprendre aussi un peu plus la partie photo, le temps de former quelqu'un d'autre. Donc ça risque de prendre un peu de temps, mais j'ai déjà du coup trouvé quelqu'un là qui a rejoint les équipes début février et un peu plus en chef de projet pour le moment, mais l'objectif c'est de la faire vraiment grandir en photo pour qu'elle puisse après récupérer un peu cette partie-là. Et vidéo c'est beaucoup moi qui fais. Mais pareil, là, je commence à faire des tests avec des free dans une optique de réussir à les déléguer par la suite. Ce que j'ai l'impression, c'est que l'expertise que tu as développée en faisant tout toute seule, au début notamment pour ton propre contenu,
c'est aujourd'hui quelque chose qui t'aide à manager, déléguer, former, structurer pour que l'agence puisse de moins en moins dépendre de toi? C'est quand même une compétence à part entière. Franchement, manager, moi je suis plus pour le moment en mode je délègue et je te laisse faire. Mais du coup après, je suis pas toujours non plus satisfaite parce que forcément il faut accompagner pour... Donc pour l'instant, je suis plus en mode c'est moins bien, mais c'est pas grave. Au moins ça va donner du temps, mais c'est clairement pas ce que je veux faire. Donc j'essaye plus de m'améliorer sur la partie accompagnement. Tu vois, là aujourd'hui, si tu veux, je valide tout. Donc avant, je validais plus. Là, j'essaye vraiment de garder ça pour dire ok, je délègue, mais je valide quand même les choses qui sont faites pour être sûr que la qualité correspond à ce que je veux. Et j'essaye aussi d'apprendre à me dire c'est pas grave si je fais refaire. Tu vois, il y a un peu ce côté aussi, t'as peur de déranger. Tu sais, c'est un peu, en soi, on travaille pour toi, mais il y a ce truc en mode si ça te dérange pas de refaire, parce que je pense qu'on pourrait peut-être plus faire comme ça. Ça, tu vois, je sens aussi que plus le temps passe et plus je m'affirme là-dessus et de dire en fait c'est le taf quoi. Enfin, tu vois, ce que tu m'as rendu c'est pas ce que j'imaginais ou c'est pas ce que je voulais. Je sais qu'on peut faire mieux parce que moi dans ma tête je vois très bien comment je l'aurais fait, donc je te fais refaire. Après mon but c'est pas non plus d'aller chercher vraiment le truc parfait à 100% et tout parce que c'est un milieu où c'est une activité où tu refais déjà un peu tous les jours parfois la même chose. En CM tu fais des stories tous les jours, tu fais des feeds, tu fais des légendes. Tu peux pas te réinventer à chaque fois. Enfin, tu vois, il faut réussir à trouver le juste milieu en mode, de temps en temps, d'avoir un truc un peu plus créatif, un peu plus dynamique. Mais la plupart du temps, si c'est déjà bien, c'est très bien. Sachant en plus que c'est du contenu qui est beaucoup plus éphémère qu'autre chose. Mais c'est vrai que je pense que j'ai envie de mettre une flèche qui tourne ici, qui est sur la compétence management que tu développes. Parce que, en fait, c'est vrai que c'est une compétence à part entière. Et j'ai l'impression que, si je me permets, je mets plus management. Parce qu'ensuite, cette compétence-là de structuration, j'imagine que c'est quelque chose qui se déverse dans les autres activités. Parce que là, dès que en plus, là aussi un peu. Mais là, pour le coup, c'est quelque chose, ça, je ne le maîtrise pas encore ici. Je vais mettre structure. Tu vois, un peu tout ce qui va être management pour immersion. Il y a un peu ce truc où, comment dire, les employés savent que ce qu'ils font, tu sais pas faire. J'ai jamais bossé en cuisine. C'est vrai. Je suis pas serveuse. Enfin, j'en ai fait un peu à l'ouverture d'immersion, mais à leur niveau, je suis pas aussi douée qu'eux. Je suis pas barista. Donc, je peux pas arriver en mode mais là, qu'est-ce que vous avez fait? Je comprends pas. On s'est pris un étoile sur Google. Enfin, tu vois, il y a un Laisse-moi truc. la place. Voilà, c'est pas en mode pousse-toi et je vais te montrer comment on fait, tu vois. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai beaucoup de mal à me mettre en position, genre je suis votre boss, quoi. Puis même pour eux, c'est un peu... Enfin, je suis la nana d'Insta, tu vois, qui débarque, un peu plus maintenant, mais qui débarque. À un moment, c'était vraiment, je débarquais une fois par mois, coucou, je viens faire mes photos, et puis c'est ciao, je repars, quoi. Là, maintenant, comme je commence aussi à avoir une petite équipe, forcément, on se retrouve un peu plus pour bosser dans les restos, donc je passe un peu plus de temps, je vois un peu plus les équipes, ils voient que je m'implique davantage, donc du coup, ils se sentent un peu plus proches de moi, un peu plus... y a ma boss qui est là quand même, tu vois. Il y a quand même... Mais ça demande un peu plus de temps. Et tu vois, à un moment, ça fait rire, je me suis fait reprendre par Alexis, parce qu'il m'a dit, Laura, quand tu rentres dans les restos, il faut vraiment que tu dises bonjour à tout le monde. Genre, c'est... Parce que du coup, après, les équipes, ils viennent me voir en mode, pourquoi Laura ne me dit pas bonjour? Et c'est juste qu'en fait, moi, je suis gênée. Enfin, tu sais, il y a ce truc, je suis pas très confortable avec ma position, et du coup, je veux pas les déranger. Et donc, au final, c'est pas que je veux pas, c'est juste que moi-même, je suis timide. Et donc, j'essaye de faire mieux, mais c'est pas toujours évident, quoi. C'est vrai que... Et là, je pense les gens qui voient la carte, on s'en rend compte de plus en plus depuis le début de la conversation, c'est que tu as des rôles, des responsabilités, des habitudes qui sont très différentes dans les 3 business différents. Et c'est pas étonnant que ce soit hyper dur
de bien réussir à jongler entre tout, de gérer entre tout. Et bon, la question qui me vient rien qu'en voyant ça... Il manque une case, en fait, dessus, maintenant, je me rends compte. C'est quoi la case ? Vas-y, rajoutons-la avant ma question. T'as oublié l'agence qui me représente. C'est une agence... Ah, waouh, ok. Donc, en plus, maintenant, j'ai 2 personnes qui me représentent et qui, à longueur de journée, me disent « Laura, tu peux nous envoyer ça ? Laura, t'as pas renvoyé la story ? Laura, tu peux corriger la petite faute d'orthographe qu'il y a dans la story numéro 4 ? Laura, est-ce que tu pourras bien penser à m'envoyer ton truc demain ?» Donc, en fait, là... Et du coup, ça me rajoute une charge mentale, mais en même temps... Eux, ils t'amènent des projets, c'est ça ? Ouais. Ils te vendent, en fait. Exactement. En fait, ils gèrent aussi tout ce qui est demande entrante. Ok. Donc, c'est eux qui dirigent ma boîte mail. Wow. Donc, toutes les demandes entrantes, c'est eux qui les négocient, c'est eux qui gèrent, qui font les contrats, les devis, les pricing. Et après, par contre, on gère tout l'opérationnel ensemble via WhatsApp. Mm-hmm. Et donc, elle me dit, Laura, demain, là, c'était ça vraiment que je gérais ce matin parce qu'en fait, je pensais avoir pas trop de collab en ce moment, donc je me suis dit ça va aller, mais en fait chaque collab demande tellement de micro-tâches. Bah oui. Laura, et machin, il y a la story de preview qu'il faut envoyer, machin. Laura, tu n'oublieras pas de poster aujourd'hui ta story, d'ailleurs il y avait une petite faute sur celle-là, tu penseras bien à corriger, n'oublie pas le lien mangerbouger.fr sur cette truc, puis d'ailleurs il fallait mettre le petit lien de réservation, et puis et du coup c'est à la fin, t'es là, ok, donc ça c'est... Après, finalement, elle concentre toutes les infos. Oui. Mais c'est vrai que de mon côté, il y a des jours où, en fait, comme je délègue davantage, je me rends pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire. Et donc, parfois, elle débarque le matin en mode « Laura, petit rappel de tout ce que tu dois m'envoyer aujourd'hui. » Et là, je vois le tri. Mais oui, d'ailleurs, tu t'oublieras pas de m'envoyer ta story. Et en fait, je suis là, mince, mais je l'ai pas tournée. Je suis dehors toute la journée. Genre, comment je vais faire, tu vois. Mais oui, parce qu'en fait, plus tu démultiplies les points de contact, les gens qui font des trucs... Parce qu'au final, on n'a pas mis tout, création, contenu photo, vidéo, adresse. Oui, c'est vrai. À l'intérieur, il y a tout un petit écosystème. C'est l'intérieur. Tu vois, pareil, là, les vidéos, tu fais valider les idées créatives, tu montes, tu tournes, tu fais la veille. Le CM, tu fais les feeds, tu publies, Ouais. Chaque mission, en fait, a pris sa petite mission. En fait, il t'aurait fallu un autre stylo pour mettre à l'intérieur. Pour mettre la couleur des tâches de chaque chose. En fait, à la base, cet exercice... Comme je te disais en off au début, ça s'appelle la carte Disney. Et donc, ça a été fait pour représenter toutes les interactions entre les différents secteurs offres d'une même entreprise, de chez Disney. Ouais. Là, on l'a appliqué entre tes entreprises, mais effectivement, on pourrait refaire la carte. On zoome dans Immersion, il y a tous les trucs. On zoome dans ça, dans le... Et donc, on pourrait avoir différents niveaux. Mais ça montre la complexité de ta vie, quoi. Un petit peu. Comment tu fais pour survivre avec tout ça ? C'est ça la question que je voulais te poser. On voit cette carte, on entend ton mais c'est témoignage. ton dessin aussi qui fait peur. Avec du rouge et du noir comme ça, là, t'as l'impression. Pour moi, il fait juste se rendre compte de la réalité de ta vie, en fait. Franchement, tu rajoutes un petit soleil là et hop, tu vois tout de suite. On va rajouter un soleil. Comment tu survis ? Tu as commencé cette discussion en parlant de ta santé mentale, Laura. Ouais, écoute... Depuis janvier, d'ailleurs. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment récent. Il y a une partie de moi qui a vraiment accepté aussi certaines choses sur lesquelles je ne peux pas trop agir. Mais c'est principalement sur la partie influence. Partie influence, si tu veux, c'est un milieu aujourd'hui où il y a énormément de concurrence. Il faut être sans cesse à partager des choses toujours plus créatives, toujours plus... partager toujours plus, tu as un algorithme qui te pousse à être de plus en plus présent, être toujours connecté. Et en fait, ça, je peux plus. Tu vois, il y a un truc où moi, j'aime toujours autant partager ce que je partage. Mais par contre, on va dire que toujours être au top des tendances, ça, je peux plus parce que j'ai plus le temps. Ouais, et puis c'est tellement de travail. Tu vois, c'est que je les vois, les tendances. Mais c'est juste que maintenant, quand je vois une adresse qui ouvre, par exemple, c'est pas une tendance, mais quand je vois une adresse qui ouvre, si j'arrive déjà à la caler dans la semaine, dans les 7 jours qui suivent, c'est bien. Tu vois, alors qu'avant, ça ouvrait, le lendemain matin, j'étais devant la porte, prête à tester, quoi. Là, je galère à trouver en fait, le temps pour aller tester. Les brunchs, maintenant, j'en fais un par semaine. Et encore, si j'y arrive,
Ça, c'est plus peut-être il y a une semaine où je vais réussir à en faire 2 et du coup après pendant 2 semaines limite j'ai pas le temps d'en faire. Donc tu vois toute la partie vraiment contenu organique sur mon compte, j'ai accepté le fait que j'avais décidé de prioriser d'autres choses. Et plus le temps passe et plus je suis à l'aise avec ça. C'est-à-dire que je considère que j'aime partager certaines choses, des bonnes adresses, des cafés, quand je suis en vacances, un petit peu de mon quotidien. Mais les statistiques ont beaucoup moins d'importance pour moi aujourd'hui. J'ai plus besoin autant de développer mon compte qu'à un certain moment. Aujourd'hui, tu vois, quand je fais un peu le constat, je me dis j'ai juste besoin de rester active. Tu vois, de montrer que je suis toujours là, que je suis toujours à l'affût des bonnes adresses, que je continue à faire un peu mes petites activités par-ci par-là, mais je fais plus un peu la course aux abonnés, aux likes comme je le faisais avant, mais c'était juste que j'avais besoin de développer mon compte pour avoir plus de collaborations parce que c'était aussi une partie de mon business, c'est toujours une partie de mon business qui est importante, mais vu que ma vocation c'est quand même tu vois, aujourd'hui je suis sur un 50-50 en termes de CA pour les 2 activités. Ces 2-là, quand tu dis les 2 parce qu'il y en a 3. Ouais, oui pour les 2. Parce que j'imagine qu'ici, en tant que cofondatrice, tu touches quoi, des dividendes annuels? On réinvestit tout. On réinvestit tout. Pour l'instant, on n'a pas touché un seul dividende pour Immersion. On a tout réinvesti à chaque fois. Waouh. Et vous avez un salaire en tant que cofondateur ou ça fait juste tourner les boîtes? À peine? un petit peu. Alexis un peu plus parce qu'Alexis il est dans vraiment l'opérationnel à temps plein. Du quotidien. Il a que ça comme activité, donc lui il a plus. Mais du coup depuis janvier, je pourrais avoir un salaire. Juste Immersion. Mais comme je m'ennuie trop facilement, tu vois, j'aime bien avoir d'autres choses. Donc ta rémunération personnelle est plus sur ces 2 activités-là en termes de poids. Et ça, c'est... Là, depuis janvier, c'est difficile de dire ça quand même. C'est plus que Immersion. Je suis plus payée sur la partie photo CM et un peu plus maintenant sur la partie stratégique que je développe depuis le début d'année. Mais moi, je vois vraiment en fait la partie agence, Immersion et influence. Oui. C'est plus ça. Parce que ça, c'est plus ces 2-là, elles vont ensemble. Oui. C'est une activité commune de création, vidéo, photo au service de la restauration. Exactement. C'est plus... c'est exactement ça. Alors que la partie influence, c'est vraiment collaboration commerciale avec des marques. Et donc ça, c'est autre chose. Et donc c'est 50-50 comme ça, en Exactement. fait. 50-50 comme ça. Et mon objectif, ce serait de faire un 70-30. 70-30 70. Ouais, 30. Ok. Même un 80-20 s'il faut, quoi. Tu vois, en tout cas, je suis alignée avec ça. Ok. Donc, tu vois, aujourd'hui, il y a en ce moment, tu as vraiment des semaines où j'ai pas le temps de créer du contenu. Tu vois, je suis en fait toute la journée chez Immersion en train de bosser, en train de faire des shootings, des tournages pour les clients, en train de faire de la retouche pour faire valider les feeds, pour faire valider les idées stratégiques. Et je suis OK. Tu vois, il y a toujours un petit coin de ma tête, tu vois, je me dis, j'ai pas le temps. Mais ça me pèse plus comme à un moment. Avant, tu vois, c'était limite, je priorisais tout pour être sûre d'avoir mon contenu et après, je travaillais sur le reste. Là, c'est vraiment, je veux prendre soin de mon agence et d'Immersion. Et après, si j'ai du temps, je fais ça en plus. Est-ce que tu dirais que... Parce que du coup, j'ai 2 questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre, je vais me calmer. Tu nous as dit, la cible là pour la suite, c'est 70-80% de ton revenu vient de l'agence et de Immersion et de moins en moins sur l'influence. Après, là 50-50, c'était encore jusqu'à décembre là, 2023. Et là, on est vraiment, on est encore au début d'année, quoi. Donc là, grosso modo, on est sur ça évolue dans ce sens-là. Après, je t'avoue que j'ai quand même là des belles collabs qui sont tombées, donc donc tu vois, je me dis au final, tu vois, même en faisant moins, j'ai quand même des collabs et c'est là aussi où je me dis que finalement les marques, elles ne payent pas que pour tes stats, mais également pour l'image que tu représentes. La marque l'aura. Donc, tu vois, je me dis, au final, si finalement, ils veulent toujours travailler avec moi parce qu'ils aiment ce que je dégage, moins que il faut faire absolument du volume. Et puis, au final, je me rends compte aussi, tu vois, que j'ai une communauté qui peut être plus intéressante, où elle a plus de pouvoir d'achat, peut-être.
sur certains sujets, tu vois, je sais que les restos, ils peuvent payer plus cher parce qu'ils aiment les bons restos, les voyages. Là, la dernière fois, j'ai demandé un peu quelles étaient les prochaines destinations. J'ai halluciné. Vraiment, je m'attendais... Des gens de ta communauté, tu veux dire ? Ouais. Franchement, je m'attendais un peu en mode j'ai un petit week-end à Rome ou j'ai un petit truc, tu vois. Même moi, là, on a un petit week-end en Écosse prévu en juin avec mon chéri, mais c'est tout, enfin, tu vois. Et puis là, je voyais des Nouvelle-Zélande, Bali, Réunion, côte ouest et tout. Je suis waouh. Ouais. Donc, tu vois, je me dis finalement, moins mais mieux. Peut-être que les marques, elles sont capables aussi de voir la différence et de se dire, OK, tel créateur, on fait du mass market, quoi. Et puis finalement, il y en a d'autres qui sont un peu plus ciblés, plus petits, mais plus quali, je sais pas. Écoute, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est la dernière année et puis on verra. Ouais. Et puis du coup, on verra. Mais je me demande, est-ce que ça vient aussi du fait que cette partie-là de ton écosystème, donc la partie influence, Instagram, etc., j'ai aussi l'impression que c'en est une qui prend énormément de charge mentale et comme tu disais tout à l'heure, qui est moins ancrée dans la matière, d'être avec les gens. C'est le plus gros charge mentale, il est là. Franchement, en vrai, tu me mets que le reste, c'est cool. Okay. C'est plus chill. Est-ce que c'est pareil en termes de temps aussi, du coup ? Ton temps, il est beaucoup plus aspiré par là ou moins ? Parce que temps, charge mentale, c'est pas forcément corrélé, quoi. Après, c'est par phase. Mais là, par exemple, tu vois, j'avais une collaboration là qui va sortir la semaine prochaine avec Deliveroo et on a fait 3 jours de tournage la semaine dernière. Donc oui, ça a pris... tu vois, c'est délicat. Donc après, c'était pas en continu, mais le lundi, c'était toute la journée. Après, le mardi, c'était entre midi et 14h, puis entre 18 et 21, tu vois. Mais du coup, t'essayes de caler des petits trucs, mais ça me demande toujours du temps, mais... Tu vois, j'essaye maintenant de me dire, OK, par exemple, c'est 2, 3 max par mois. Et même ça, déjà, je suis là parfois, en fait. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. En tout cas, je trouve que ça fait sens de se dire, quand tu te projettes dans l'évolution de ton activité, avec l'intensité de toutes ces choses en même temps, je suis pas étonné que tu te dises la chose qui prend le plus de charge mentale, j'ai envie de la réduire pour me focaliser sur les autres choses. Enfin, avec tout ce que tu nous as partagé depuis le début de l'épisode, ça fait sens, quoi. C'est sûr. C'est vrai que dit comme ça... après, tu vois, si c'était juste une question... Enfin, si tout était rationnel, j'ai envie de te dire, il y a moyen que, en fait, tu squeezes l'influence... Enfin, en fait, l'un ou l'autre. Soit je me dis, en fait, je me mets en full-time créateur, parce que sur le papier, c'est ce qui rapporte le plus. Quand tu vois qu'une collab, elle me paye un mois de CM... Qu'est-ce que je m'embête à faire du CM. Enfin, tu vois, il y a un truc. Oui, on pourrait avoir cette réflexion-là. Si tout était rationnel, je te dirais, en fait, soit je me mets full-time influence. Comme ça, au final, tout mon temps, il est dédié à aller créer du contenu. Donc, cool. Mais en même temps, la pression psychologique qu'il y a dessus, moi, j'en veux plus. Donc, je veux pas être full créateur de contenu. Et après, pareil, je me dis, je pourrais juste avoir l'agence et immersion. Et puis, en fait, je serais tranquille. Mais attends, j'ai pas créé tout ça pour en fait abandonner mon compte. Puis quand on voit la cartographie, ça a un sens au sein de l'écosystème. C'est ma légitimité en fait, tu vois, pour immersion, pour l'agence, enfin, tout est connecté. Donc finalement, ma solution à tout ça, c'est de me dire, il faut que je m'entoure des bonnes personnes. Tu vois, j'ai accepté aussi de me dire, je vais avoir moins de marge, mais au final, ça va peut-être me permettre d'aller plus loin. Tu vois, il y a un truc où, quand tu es freelance, au début, il y a un côté où tu veux tout pour toi. Tu sais, tu bosses pour toi, donc tu bosses sans compter tes heures, tu gagnes ton argent, c'est que pour toi, t'es content, tu vois. Et puis après, quand tu passes en entreprise, du coup, au début, tu as un peu encore ce truc de dire, non, mais en fait, je vais essayer de faire le plus seul pour avoir le plus d'argent à la fin, tu vois. Puis finalement, tu dis à la fin, c'est pas ça le but, quoi. Je préfère finalement déjà travailler avec des personnes, travailler en équipe, tu réfléchis mieux, ça te permet de faire plus de choses, d'être plus créatif, et finalement, peut-être de développer ton business finalement plus vite, enfin, d'aller plus loin en tout cas, donc c'est la bonne solution, quoi. Ouais. Ça sert à rien de dire je vais m'épuiser toute seule pour garder mon argent, enfin, sacrifier un peu de marge, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, pour gagner de la santé mentale. En tout cas, c'est pas ce que je veux aujourd'hui pour l'agence. Et voilà, je pense que c'est des choses qui arrivent avec le temps et je suis plutôt alignée. Trop bien.
avec tout ça. J'ai l'impression que ça fait une belle boucle avec ce dont on parlait au début de ce qui a changé, c'est plus de maturité sur le fait de ne pas être 100% dans le travail, mais de prioriser d'autres secteurs. Et ça s'incarne dans les décisions business de je vais déléguer, je vais chercher les bonnes personnes, je vais sacrifier un petit peu de ma marge, mais pour retrouver plus d'équilibre dans ma vie en tant que personne. Quoi. Tu vois, là, de me dire, la vidéo, pour l'instant, je pourrais faire toutes les vidéos pour tous les clients, mais je prépare le fait que potentiellement demain, je vais avoir plus de vidéos. Et en fait, je ne vais pas attendre d'être débordée pour trouver quelqu'un pour m'aider. Bien sûr. Donc, dès maintenant, en fait, je fais des tests. Et là, tu vois, le tournage que j'ai fait hier, j'étais sur place aussi. Donc, en fait, j'ai payé quelqu'un en plus, ce que j'aurais pu faire seule. Mais c'est pas grave. Je me dis, le but, c'est que de la former, elle, à comment on fait nous, pour que potentiellement demain, elle puisse y aller sans moi. Ouais, et tu prépares l'avenir. Mais du coup, voilà, c'est former, s'entourer, apprendre à déléguer correctement. On a une petite tradition de fin sur le podcast, Laura. Tu t'en souviens peut-être, qui est... ça me fait peur, ça me parle. Il y a eu un petit trauma qui est passé. qui est autour des questions. Et en fait, oui. Depuis le tout début du podcast, donc l'épisode 2 où tu as participé y compris... Là, on est au combienième ? Là, on est à 100... Enfin, en publié 102. Waouh. Sans compter les épisodes solo et tout. Donc ça, c'est que les interviews. 102 interviews et ensuite des épisodes solo en plus. C'est fou. Et en nombre enregistré, je pense que là, on est à 115. Ok. Parce qu'il y en a plein enregistrés en avance qui vont sortir plus tard. Incroyable. Mais du coup, de toutes ces interviews, à chaque fois, je demande à la personne de contribuer une question. J'ai rassemblé toutes les questions et on est en train de faire un jeu de cartes en ce moment. Okay. Pour que des gens chez eux puissent tirer une carte pour se poser des questions sur leur entreprise ou leur vie d'entrepreneur ou pour stimuler des conversations dans des groupes. J'en ai tiré une au sort pour toi, sachant que le jeu de cartes n'existe pas encore, donc je l'ai fait un peu à la mano. Ok. Je vais tousser et après tous donc. C'est bon. Et la question que j'ai tirée pour toi, c'est qui est-ce que tu voudrais devenir dans le futur et qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour avancer vers ça ? On n'y a pas déjà répondu. En quelque sorte, mais... Qui je vais être dans le futur ? Qui tu veux devenir et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avancer vers ça ? C'est professionnel. Pas forcément. C'est ce que tu veux. Ce petit haussement d'épaule, il faut que tu le décrives parce qu'on va pas l'entendre dans le podcast, mais tu m'as fait un haussement d'épaule qui a dû monter jusqu'en haut de tes oreilles. C'était magnifique. C'est une très bonne question. C'est très, très difficile d'y répondre parce que spontanément, on est quand même dans un podcast un petit peu business. Donc, naturellement, j'ai envie de te dire que là où je veux progresser, c'est ce côté management. Aujourd'hui, j'ai encore énormément d'opérationnel. Mais je sens que je commence tout juste à me dire sur certains aspects, j'en ai marre de faire. Enfin, pas j'en ai marre, mais j'ai fait beaucoup, donc j'ai envie de plus de faire. Et du coup, progresser un peu sur ce côté manager. Trouver des bonnes personnes pour les faire grandir à mes côtés. Tu vois, toujours garder ce focus restaurant, coffee, brunch. Enfin, on est coffee brunch, mais peut-être développer aussi la partie un peu plus resto que j'aime bien malgré tout. Donc, et après, ça demande du temps. Enfin, le truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'habitude de me former. Tu vois, tout ce que j'ai fait là, c'est que de l'autodidacte, c'est que de la débrouille. Et il y a quand même certains sujets sur lesquels je me dis, est-ce que il faudrait pas apprendre pour bien faire. Donc là, j'ai une employée, j'ai une stagiaire qui va arriver première fois de ma vie en mai. Donc tu vois, c'est bête, mais tu passes de 1 à 2. Puis de 2 à 3. et ouais, je pense que tu vois, j'aimerais bien à un moment avoir une petite équipe autour de moi, continuer à faire grandir Immersion, on verra jusqu'où. Et aussi être une femme épanouie en dehors du travail, quoi. Donc prendre soin des relations que j'ai autour de moi,
prendre soin de mon chéri et de mon chien, de ma famille. C'est des réponses peut-être bateaux, mais c'est au final d'être épanoui à la fois dans son travail, faire quelque chose qu'on aime et réussir à emmener des personnes avec toi là-dedans. Et à la fois, être capable d'avoir un équilibre vie pro, vie perso qui fonctionne sur le long terme. Je pense que c'est tout ce que je me souhaite, en tout cas pour les prochaines années, quoi. Est-ce qu'il y a une question que tu peux contribuer toi aussi à ce petit ensemble de questions dans ce jeu de cartes? Quelle question tu as envie de poser aux gens? C'est quoi? Quelle question je pourrais poser à un entrepreneur? Les gens qui nous écoutent ont leur entreprise. En général, c'est des gens qui sont solos. Okay. L'idée, c'est une question qui peut les pousser à réfléchir à leur vie personnelle, à leur entreprise. Quelque chose qui va pouvoir générer des conversations, soit avec elles-mêmes, soit avec d'autres gens qui peuvent ouvrir des nouvelles cases. C'est pas facile. Tu peux prendre tout le temps que tu veux pour réfléchir. Combien de temps? Écoute, on va déborder et les gens du studio nous engueuleront au pire, mais prends le temps. Mais parce que après, moi j'ai plusieurs activités, tu vois, et j'ai un peu ce truc où je me sens obligée à un moment donné de prioriser certaines choses, mais je sais pas si c'est quelque chose qui peut... Je pense que tout le monde a besoin de prioriser, quoi que tu fasses. Tu vois, de poser un peu une question, si jamais tu étais purement rationnel, quelles seraient, je sais pas, dans un top 3, tu vois, quelles seraient les activités que tu prioriserais? Tu vois, quelque chose un peu comme ça. Après, voilà, ça peut être... En fait, c'est même pas une activité, c'est que si tu étais purement rationnel, quelles seraient les 3 choses que tu prioriserais dans ta vie? Tout simplement. Tu vois, en fait, moi j'ai une bande de potes, je veux que ma bande de potes, elle reste. Donc, mes potes. Prio. Tu vois, préo, tant pis si je fais pas une carrière, tant pis si machin, peu importe, tu vois, mais essayer de dire, ouais, quelles seraient les 3 choses que tu as envie de prioriser. Donc après, tu peux faire 3, tu peux faire 5 si vraiment... On va dire 3. C'est déjà plus dur, Laisse tu pas vois, trop de portes ouvertes. 3, c'est bien. Parce que déjà 5, tu priorises plus, tu vois. Mais ouais, top 3 des choses que tu prioriserais dans ta vie si tu étais rationnel. Génial. Purement rationnel. Et toi, qu'est-ce que ce serait du coup, les 3 choses que tu prioriserais si tu étais rationnel? Je vais te répondre en off pour laisser le suspens de la question pour les gens qui nous écoutent. Mais ils viendront peut-être me demander ou je leur ferai une story pour leur dire. Mais s'il y a des gens qui veulent te répondre par contre, où est-ce que je peux les envoyer sur Internet? C'est ton compte Insta, j'imagine? Sur mon compte Insta. C'est toujours moi derrière, je suis la seule derrière. Et j'ai des gens, tu sais, qui m'écrivent encore en me disant qu'ils ont découvert mon compte via ton podcast. C'est vrai? Ouais. Wow. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même encore quelques-uns qui m'écrivent. Parce que 2019, ça date. Hein. Ouais, mais parce que je pense que naturellement, quand les gens commencent un podcast, ils regardent au début. Ils regardent les premiers. Bon. En tout cas, du coup, je mettrai le lien vers ton compte Insta pour que les gens puissent venir te dire leurs 3 prios dans leur vie. Merci Laura. Avec plaisir. Merci Thomas de m'avoir reçu. Avec plaisir. Boum! Voilà, une bonne chose de faite.